Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi, l'heure du grand journal. Anna Rocha. À la une, marche des blouses blanches après une grève de 5 jours entamée hier lundi. Le collectif des médecins en spécialisation appelle à une marche de protestation dès vendredi. Manifestation à Fatick, les populations d'un village de Mbelakadiao sont en colère faute d'accès à l'eau potable. Au même moment, à Diourbel, les populations dénoncent le non-respect des engagements des nouvelles autorités pour la construction de la route Baba Garage Ngaïméré. Moustapha Diakhaté à la division des investigations criminelles. L'ancien chef de cabinet du président Macky Sall est convoqué suite à des déclarations de presse. À suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale au Mali. La guerre contre les groupes terroristes se poursuit au nord du pays. Seydou Nourouba sera avec nous. En sport, du football, ces jours de match à Nottingham. Les Lions du Sénégal affrontent les Three Lions en amical. Deuxième sortie européenne après le nul face à l'Irlande vendredi dernier. 11 matchs sans défaite pour l'équipe nationale de football. Comment garder cette invincibilité? On en parle dans notre rubrique Point de vue en fin d'édition. Anna Rocha. Bonjour à tous. Moustapha Diakhaté a déféré à sa convocation à la DIC. L'ancien chef de cabinet du président Macky Sall est auditionné depuis 10 heures à la division des investigations criminelles. Selon son avocat, maître El Hadj Diouf, pour le moment, on ignore ce qui lui est reproché, mais la convocation serait liée à des dernières déclarations dans la presse. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le collectif en spécialisation des médecins en spécialisation, le COMES, organise une marche vendredi prochain, vendredi 14 juin. C'est pour encore attirer l'attention des autorités sur les problèmes que ces médecins vivent au quotidien et qui sont liés à une absence de statut dans le milieu hospitalier. Déjà, une grève de 120 heures est entamée depuis hier. Abdou Talla est le président du COMES. Au décours du mouvement que nous avons eu avec les représentants du ministère de la Santé, nous avons discuté de beaucoup de choses. Cependant, nous jugeons que les propositions faites sont insuffisantes. Donc, nous avons décidé de poursuivre le mot d'ordre avec le calendrier que nous avions fait. Donc, en commençant par une marche que nous avons prévue ce vendredi 13 juin, une marche à partir de 15 heures qui prendra l'itinéraire rond-point UCAD, place de l'Obélisque. Nous avons eu une rencontre avec le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et également le directeur des établissements publics du ministère de la Santé. Cependant, nous attendons toujours d'autres rencontres parce qu'il y a d'autres entités impliquées, notamment dans les problèmes qui concernent la spécialisation au Sénégal. Et donc, nous restons à l'écoute pour voir ce qu'eux, ils vont proposer aussi. À l'instant, Abdou Talla, le président du COMES, le collectif des médecins en spécialisation, interrogé tout à l'heure par Awambaï. Direction Fatick, où les populations de Pouhamtok manifestent contre le problème d'accès à l'eau. Le forage de ce village de la commune de Mbelakadiao est en panne depuis 2019. Les habitants consomment actuellement l'eau de pluie qui est impropre. RFM à Fatick, Une pénurie d'eau de 6 ans. Les habitants de Pouhamtok en ont marre. Le forage du village qui fournissait de l'eau à plusieurs autres hameaux est en panne. Et c'est toute la population, hommes et femmes, qui souffrent de ce désagrément. Biram Dao est le président de l'association Pouhamtok au sommet. Que cette population ne mérite pas ça. En tant que le deuxième village de la commune de Mbelakadiao, en termes de population, en termes également de hameaux, depuis 2019, en effet, le village de Pouhamtok est confronté à une pénurie d'eau. Les populations de Pouham parcourent des kilomètres pour avoir le liquide précieux. Ils sont obligés d'aller parcourir les puits. Les puits traditionnels sont la seule alternative. L'eau n'est pas toujours potable et c'est la cause des problèmes de santé que rencontrent les habitants de Pouhamtok selon les manifestants. Ils ont brandi des pancartes et arboré des brassards rouges pour exprimer leur exaspération. D'après des informations que nous avons reçues auprès des autorités médicales, beaucoup de femmes ont avorté et cela est lié à ces problèmes. Nous interpellons donc les autorités
autorités, en l'occurrence monsieur le ministre de l'Hydraulique, mais également le directeur de l'EFOR. Pourtant, il y a eu une tentative de construction d'un nouveau forage pour mettre fin à la pénurie d'eau. Mais le projet n'aboutit toujours pas, selon Biram Dao, un des initiateurs de la manifestation contre le manque d'eau. Une équipe a été diligentée pour même indiquer le lieu où doit être creusé le puits. Même une date a été retenue pour le démarrage des travaux. Et depuis lors jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. D'autres problèmes liés au déficit d'infrastructures de base dans leur village ont été soulevés par les protestataires. Ils réclament un poste de santé et des salles de classe pour le collège d'enseignement moyen du village. Certains élèves du CM étudient dans des abris provisoires. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Marche de protestation également des communes de Koul, Baba Garage et Dinguiraï, c'est à Diourbel. Elle dénonce le non-respect des engagements d'Ousmane Sonko et El Malik Ndiaye pour la construction de la route Baba Garage Ngaïméré. Ces populations dénoncent aussi le parti pris des nouvelles autorités pour les habitants de Tilmaha. On écoute leur porte-parole Serigne Modou Mbaké au micro de Babacar Diouf. La construction d'une route est du domaine de l'État. Aucun particulier ne peut construire une route. El Malik Ndiaye, alors ministre des Infrastructures et du Transport, avait promis la fin des travaux en mars 2025. Le délai est passé. Jusque-là, les travaux n'ont pas repris. Ousmane Sonko, lui aussi, après avoir pratiqué la route, avait promis la réception de l'ouvrage dans un court délai. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Le niveau des travaux avait dépassé les 55%. Ils n'avaient qu'à réaliser les 45% restants. Mais depuis lors, ils n'ont rien fait. Toutes les promesses sont tombées à l'eau. Mais ce qui nous intrigue dans cette affaire, c'est que ce tronçon Baba Garage Ngaïméré, fermé depuis le début des travaux, est aujourd'hui rouvert au trafic. Et nous avons aussi appris que la route est réouverte pour permettre aux camions qui alimentent le chantier de construction de la route Tilmaha de ravitailler le chantier. Ce que nous n'accepterons jamais, quitte à y laisser nos vies. Comment comprendre déshabiller Jean pour habiller Paul? C'est inadmissible. Ici à Dakar, les habitants de la cité Nord-Foire exigent la fermeture des bars chez Willy et le Puno implantés dans leur quartier. Ils disent vivre dans une insécurité totale avec des agressions et autres. Ces populations ont lancé une pétition pour interpeller les autorités sur ce problème. Écoutons Sayer Nian, habitant de Nord-Foire, au téléphone avec Elhadj Ndiogoudjena. On est confronté avec deux bars qui sont là depuis plus de 10 ans et qui créent beaucoup de problèmes d'agression, de raquettes, problèmes de drogue, problèmes d'insécurité au niveau de la cité. Et on a fait tout avec nos délégués de quartier depuis des années pour essayer de faire normaliser les choses, parce que si ça pouvait ouvrir d'une heure à fermer à une heure, ça serait bien. Mais là, c'est presque 24 heures sur 24. Donc, il y a un problème d'insécurité au niveau de la cité. Les gens ne peuvent pas aller au travail normal parce que tôt le matin déjà, il y a des agressions, de l'insécurité. Des fois la nuit avec des gens qui sont là à crier, qui sont bourrés, faire des histoires. Tout ça, c'est des problèmes que nous rencontrons dans cette cité et ça dure depuis des années. Et il n'y a personne qui a fait quelque chose, ni au niveau des autorités, ni au niveau de la mairie. Donc, c'est ça notre problème, que nous voulons que les autorités de l'État et le ministère de l'Intérieur puissent faire quelque chose parce que ça dure depuis des années. Justement, vous avez lancé une pétition dans ce sens. Combien de signatures avez-vous recueillies à l'heure actuelle? La pétition, c'est pas moi qui l'ai lancée, mais je l'ai vue et j'ai signé la pétition. Donc j'ai partagé avec tout le monde pour que ça puisse être signé. Mais à ce niveau, je ne sais pas encore, mais ça monte de jour parce que je pense que ça a été commencé depuis hier. Moi, je l'ai reçu hier, mais ça monte. Et les gens demandent pourquoi. Déjà, il n'y a que le nom de Willy qui est dedans, mais ça devrait être le Willy et Puno, parce que c'est les deux bars auberges qui dérangent. À l'instant, Sayer Nian, habitant de Nord-Foire, les habitants de la cité Nord-Foire qui exigent donc la fermeture des bars chez Willy et le Puno pour cause d'agression et d'insécurité. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. Il est midi 10 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance.
Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Tambacounda ont réussi à mettre la main sur des voleurs de bétail qui terrorisaient les éleveurs situés le long de la frontière avec la Gambie. Le redoutable dernier élément de la bande en fuite depuis l'arrestation de ses acolytes, dont un jeune de 17 ans a été interpellé hier nuit. Il s'agit de Aliouba, pas le nôtre. Il est âgé, celui-ci, de 19 ans. Ce coup de filet est consécutif à d'intenses investigations menées par des gendarmes informés depuis la frontière gambienne d'un vol de 20 vaches. Dans la zone sylvo-pastorale, elle accueille des milliers d'éleveurs à la recherche de pâturage justement, mais ces éleveurs sont confrontés à d'énormes difficultés au quotidien, notamment l'accès à l'eau dû à l'absence de forage dans la zone. C'est l'une des principales causes de mortalité du bétail, nous dit Nafissa Toundiaï à Louga. Dans la zone sylvo-pastorale, le principal problème des éleveurs est le manque d'eau. Cela se justifie par le manque de forage, ce qui cause très souvent des pertes de bétail. Ahmed Sow est pasteur originaire de Kermomarsar. Il nous liste leurs contraintes. La liste de nos préoccupations est loin d'être exhaustive. Déjà, pour avoir de l'eau, nous allons jusqu'à Louga. Et une fois là-bas, ils nous vendent à nous la bassine d'eau à 25 francs CFA. Et quand il s'agit des autres, c'est 15 francs, ce qui est injuste selon moi. Nous sollicitons la construction de forages pastoraux car la transhumance que nous faisons ne nous apporte aucun bénéfice. Ousmane Ka, lui, vient de Dar Djolof. Il revient sur son calvaire dû au manque d'eau dans la localité. Il nous est très difficile de perdre notre bétail car nous marchons des dizaines de kilomètres, soit 100 voire 200 kilomètres avec les animaux. Et s'ils n'ont pas d'eau à boire, ils meurent immédiatement. Et cela peut impacter négativement l'économie du pays car nous, éleveurs, nous jouons un rôle essentiel. En ce sens, je rappelle que l'élevage et l'agriculture font partie des secteurs de développement d'un pays. Ces pasteurs ont pour la plupart été rencontrés dans le village de Keibdia, dans la commune de Ngidile, département de Louga. Parmi leurs préoccupations figure la cherté de l'aliment du bétail. Nafissa Toundiaï, Louga, Radio Futur Média. À Tambacounda, les populations ont formulé une requête pressante. Elles veulent la mise en place d'un bureau de délivrance de passeports dans la capitale orientale. Papousseinou Diallo. C'est à l'issue d'une rencontre que le délégué du marché Corona de Tambacounda a rappelé les nombreuses difficultés rencontrées par les populations et en particulier les acteurs économiques pour obtenir un passeport. Nous, commerçants, nous avons des contraintes pour faire des déplacements, des longs déplacements vers d'autres régions comme Kaolack ou Dakar, ce qui engendre des frais importants et des pertes. Aujourd'hui, nous avons un problème parce que nous nous déplaçons dans la sous-région, comme dans le Mali, nous allons vers la Guinée. Et aujourd'hui, quand vous avez votre carte d'identité nationale, vous payez 5 000 francs à chaque poste et vous avez 3 postes par rentrée de chaque pays. Donc c'est des difficultés. Mamadou Kamara souligne les enjeux économiques et sociaux de cette revendication. Nous, les commerçants, nous souhaitons avoir des passeports, mais la difficulté est que tu perds beaucoup de temps pour à Kaolack ou à Dakar pour avoir ces passeports-là. Donc nous sollicitons auprès des autorités compétentes d'avoir un bureau de passeport à Tambacounda pour nous faciliter nos déplacements dans la sous-région. Les populations espèrent que les nouvelles autorités prendront en compte cette doléance pour améliorer le quotidien des Tambacounda et appuyer le développement de cette région enclavée mais pleine de potentiel. Tambacounda, Papousseinou Diallo, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. À midi 13 minutes, nous accueillons Seydou Dourouba pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Seydou. Bonjour Anna Rocha. Le Mali d'abord, où les FAMA ne lâchent pas les terroristes. Plus exactement, à Kidal et à Tessit, intensification des efforts de combat contre des groupes terroristes par les FAMA. Vous l'avez dit, Awambay nous donne plus de détails. L'état-major général des armées a renseigné sur le déroulement des récentes opérations menées conjointement par les forces terrestres et aériennes dans les zones de Kidal et de Tessit. Il s'agit d'actions ciblées et de dommages importants. D'après plusieurs informations, les soldats maliens ont obtenu de nouveaux résultats positifs dans leur bataille contre le terrorisme. Le 8 juin dernier, suite à une observation minutieuse, les forces armées maliennes ont mis hors d'état de nuire 2 pick-up qui appartenaient aux terroristes. L'un des véhicules était camouflé sous un couvert végétal à Amassine, à environ 80 km au sud-est de Kidal. Le 9 juin,
les forces aériennes du Mali ont repéré et détruit un camp terroriste près des Tessites dans la région de Gao. L'état-major des armées a renouvelé son engagement, assurant les habitants que la traque des groupes terroristes va se poursuivre sans relâche pour garantir la sécurité de tous. En Côte d'Ivoire, Seydou, la présidentielle d'octobre prochain se prépare. Laurent Gbagbo ne mâche pas ses mots. Dans le cadre de sa tournée dénommée Kokoko, s'ils veulent qu'on se batte, on se battra, a-t-il dit, évoquant ainsi le refus de sa radiation de la liste électorale. Une sortie qui intervient à moins de 4 mois de la présidentielle 2025. Gobi Ayabi. Dans un style bien à lui, Laurent Gbagbo a évoqué la question de son inéligibilité en attaquant Alassane Ouattara sans toutefois le citer nommément. Des gens que j'ai ramenés à la vie qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal? Considérer qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. C'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution, tu veux faire ton 4e mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Aujourd'hui là, Amadou Go est détenu encore. Ce discours marque un tournant dans la stratégie de l'ex-président qui, depuis fin avril, multiplie les sorties à travers son mouvement Trop c'est trop pour dénoncer ce qu'il décrit comme des injustices persistantes et une mise à l'écart planifiée. Même si Laurent Gbagbo n'a pas encore donné de mot d'ordre, la foule dense, survoltée et totalement acquise à sa cause, n'a cessé de scander des slogans de soutien tout le long de son intervention. Au jeu de la mobilisation, l'homme reste imbattable. Gobia Yabi, Abidjan, RFI. Nous restons à Abidjan où un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui appuient ceux établis en Côte d'Ivoire, justement au Ghana, au Bénin et au Togo. Bureau qui va devoir baisser drastiquement d'ailleurs ses activités, faute de financement. La crise financière est venue soudainement et les très importantes déclarations du représentant multi-pays du HCR. Et puis Anna, nous parlons de la guerre sur la bande de Gaza. Il faut dire que ce matin, 6 militants français ont été arrêtés. Détail Nafissa Toussila. Parmi les 6 militants français arrêtés, seuls 2 d'entre eux ont accepté de signer les papiers pour être expulsés du territoire israélien, leur permettant par la même occasion de rentrer en France. Les 4 autres ont refusé, selon Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Dans sa déclaration de presse, le ministre n'a pas donné de précision sur l'identité des Français qui seront expulsés. L'eurodéputé et les filles Rima Hassan fait partie des personnalités qui étaient à bord du navire, de même que Greta Thunberg. La militante écologiste suédoise est-elle montée à bord d'un avion à destination de la France ce mardi, a annoncé le ministre israélien des Affaires étrangères. Selon ce dernier, Greta Thunberg quitte Israël dans un avion à destination de la France et il l'a fait savoir sur son compte X, publiant une photo de la militante assise sur un siège passager. La coalition de la flottille pour la liberté, dont le bateau a été arraisonné par Israël lundi matin, est un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens, combinant aide humanitaire et protestation politique contre le blocus de Gaza. La France, pour sa part, a passé tous les messages à Israël pour que la protection de ses ressortissants soit assurée et qu'ils puissent retrouver le sol français. L'assurance faite ce lundi par le président Emmanuel Macron, dénonçant comme un scandale le blocus humanitaire de Gaza. Selon Jean-Noël Barrot, l'équipe diplomatique et consulaire française à Tel Aviv restera au contact de ses ressortissants français et assureront leur protection. En Autriche, Seydou, 10 personnes ont perdu la vie ce matin. Lors d'une attaque dans une école de Graz au sud du pays, perpétrée, attaque donc par un élève selon la mairie de la ville citée par une agence de presse. Parmi les victimes, des élèves et au moins un adulte. L'auteur présumé qui agit seul selon la police et dont le mobile est inconnu à ce stade est finalement décédé à Norocha. Je vais laisser la place à Boubacar Dian. On vous retrouve tranquille dans une dizaine de minutes pour la revue de presse du jour. Merci beaucoup. Anna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
L'équipe nationale de football dans une longue série de matchs sans défaite. Comment garder cette invincibilité avec ce match qui s'annonce ce soir, Angleterre-Sénégal à 18h45 à Nottingham. Un match amical, on en parle tout à l'heure avec Lamine Boup, ancien international de football, et Mbaye-Jacques Diop, journaliste sportif, administrateur de la plateforme Club des experts sportifs. RFM Sport. On en parle déjà dans la page des sports avec Boubacar Dian. Bonjour. Bonjour Anna Rocha, bonjour à tous. Angleterre-Sénégal donc en fin de journée à 18h45, la deuxième confrontation entre les deux nations. La pelouse du City Ground Stadium à Nottingham va accueillir cette rencontre. C'est la deuxième confrontation, comme vous l'avez dit, entre Three Lions et Lions de la Teranga. Lors du mondial au Qatar en 2022, les coéquipiers de Harry Kane et Jude Bellingham avaient battu le Sénégal en huitième de finale sur un score sans appel de 3-0. Comment le Sénégal doit aborder cette rencontre? Il faut de l'envie et de l'engagement, mais attention à l'esprit revanchard, avertit le coach de Teungueth FC. Je vous propose d'écouter Bossalou Touré. On a une équipe devant nous, une équipe très très joueuse d'Angleterre. Donc je pense le coach doit aborder le match dans un bon état d'esprit d'abord, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de concentration et beaucoup d'envie, surtout chez les joueurs. Je pense que ça c'est important. Et maintenant, c'est un match de football, on ne doit pas avoir l'esprit revanchard. Donc on a perdu contre eux en Coupe du Monde, mais c'est du passé, c'est le football. On a perdu donc aujourd'hui, donc on doit montrer notre visage avec beaucoup de caractère. Et je pense que si on est concentré pendant toute la on peut faire un bon match. C'est d'abord un bon match, c'est-à-dire gagner ou de ne pas perdre d'abord. Je pense que ça c'est important. On a un bon groupe, on a un groupe qui est là. On peut faire un bon match dans l'ensemble parce que aussi il ne faut pas oublier qu'on a de très très grands joueurs, des joueurs de très haut niveau. C'est vrai que l'Angleterre aussi c'est vraiment c'est du lourd. Mais avec les joueurs qu'on a, on peut faire un bon match. Et je pense que c'est ça. Dans un premier temps, il faut du sud et surtout en défense, de ne pas encaisser d'abord et faire tout pour marquer. Et je pense qu'on a ces jours, on peut faire un bon match. On peut même gagner aujourd'hui. Je pense que c'est ça, c'est l'essentiel. Il faut avoir l'envie et l'engagement. Je pense que c'est très important. À l'instant, donc, Bossalou Touré, le coach de Teungueth Football Club, le club rufisquois. Rappelons que l'Angleterre en Orocha est invaincue en 21 confrontations contre des équipes africaines. 15 victoires, 6 nuls. Reste à savoir si les Lions du Sénégal vont briser cette invincibilité longue de plusieurs décennies. Et le coup d'envoi de cette affiche entre Three Lions et Lions de la Teranga est prévu à 18h45 au City Ground Stadium à Nottingham. Football toujours avec l'équipe U18 du Sénégal qui clôture le tournoi de l'amitié de l'UEFA sur une belle note. Les Lionceaux se sont imposés sur le score de 3-1 face à l'Argentine. Après le football, la lutte, Boubacar, Siteu avertit son adversaire Balagueye 2. Les deux lutteurs doivent s'affronter le 20 juillet 2025 et à moins de 2 mois de ce combat tant attendu, les deux adversaires se livrent une bataille verbale à distance. Face à moi, Balagueye va lutter pendant 10 minutes. Je lui mettrai une pression inimaginable. Ce sont des propos du lutteur de Diamaguène. Je propose de les écouter au micro de nos confrères de Lutte TV. Je demande aux parents, amis et proches du lutteur Balagueye de bien le préparer. Je l'ai entendu dire que de toute sa carrière, aucun de ses combats n'a duré plus de 20 minutes et qu'il met ses adversaires à terre en quelques secondes. Alors, je le mets en garde, je vais le faire souffrir durant 10 minutes. D'intenses combats d'ailleurs. Je vais lui mettre une pression qu'il n'a jamais subie. Balagueye 2, ne m'inquiète pas, sa forme physique, rien de tout cela ne me perturbe. J'ai rencontré des adversaires beaucoup plus coriaces que lui. Moi, je suis un Baye-Fall. À l'instant, donc, cite le lutteur de Balagueye. Ses propos ont été traduits par quelqu'un de Gadaï, Céline Nourouba, à Norocha. La fin de cette page des sports. Merci beaucoup, Boubacar Dian. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h.
C'est justement l'homme de Gadaï qu'on reçoit pour la revue de presse de ce matin. Bonjour. Focus sur la Tabaski et la Pentecôte, deux fêtes musulmanes et chrétiennes au cœur des journaux de ce matin. Sur le quotidien, Barassayoun, un peuple de fête, une même ferveur. C'était un week-end de ferveur religieuse selon le quotidien national Le Soleil qui Barassayoun. Week-end de ferveur religieuse en l'espace de 3 jours. Communautés musulmanes et chrétiennes du Sénégal ont célébré la Tabaski, Pentecôte et le pèlerinage marial. 96 heures chrono de ferveur religieuse dans la diversité, c'est le titre qu'a choisi Vox Populi. Tabaski 2025 et le pèlerinage marial de Popenguine à la une du quotidien Réumi. Après les belles fêtes et les dépenses faramineuses, bonjour la débrouille. C'est ce qui a d'ailleurs intéressé la tribune qui barrasse à une. Après les dépenses faramineuses de la Tabaski, place au lendemain de la débrouille. Et puis la Tabaski et les prêches des imams entre appel au dialogue, appel à l'union ou encore appel à la préservation des valeurs cardinales, l'imam Babacar Ndiour de la mosquée Moussanté de Thiès, eh bien, le journal La Tribune est revenu sur ses propos. Dans son prêche, l'imam a laissé entendre « On veut tirer tout le monde vers la pauvreté », fin de citation, comme l'a rapporté La Tribune. Le journal Les Échos a également repris les propos de l'imam Moussanté de Thiès, Babacar Ndiour. Dans ce pays, être riche est un délit. Et puis, l'archevêque de Dakar, André Gueye, a quant à lui magnifié les points d'ancrage entre musulmans et chrétiens et qui élèvent les cœurs vers plus de fraternité, comme l'écrit Vox Populi. D'autres journaux se sont intéressés à l'actualité judiciaire. Les Échos, par exemple, qui écrit Sophie Gladima Sibi, auditionnée demain mercredi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Et puis Moustapha Diakhaté, ancien parlementaire sous Macky Sall, convoqué ce matin à 10h à la division des investigations criminelles. Le journal L'Observateur s'est quant à lui intéressé à un scandale. Il écrit fraude géotechnique à grande échelle. Le scandale TFG, la directrice générale Pendasso, rattrapée par ses manœuvres, tombe à la sûreté urbaine sous le poids du faux. Les dessous d'une vaste affaire de falsification de documents techniques et qui menace la sécurité de nombreux chantiers au Sénégal et qui expose des millions d'usagers en grave danger. L'Observateur qui poursuit des routes, des bâtiments, des ponts, dans un mépris total des normes et de la rigueur scientifique. L'Observateur toujours qui revient sur une affaire choquante. Il s'agit de celle d'Ibrahim Masek, un Sénégalais âgé de 14 ans. Il écrit « Détails sordides du meurtre d'un ado sénégalais tué au couteau à Manchester en Angleterre. L'entretien poignant de sa mère, Aïchaba, à lire à la page 7 du journal L'Observateur. Le journal L'Info s'y intéresse également. Il barrasse à une, un proche de la famille narre l'histoire improbable d'un drame qui n'aurait jamais dû se produire. À lire à la page 5 du journal. Le journal Enquête fait focus sur les relations sino-sénégalaises. Il barrasse à une, Pékin-Dakar, vers une nouvelle alliance stratégique. Le journal renseigne que le Sénégal cherche à renforcer ses relations avec la Chine dans une logique gagnant-gagnant. Et nous parlons sport avec le match amical Angleterre-Sénégal est prévu dans l'après-midi. Le journal Record, Barassayoun, test grandeur nature pour Pape Thiaw. Son observateur, Angleterre-Sénégal, par fond de revanche. Ce soir à Nottingham, face aux Three Lions, l'heure de rugir. À nouveau, bonne lecture à toutes et à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi, bientôt 30 minutes sur RFM. Point de vue, on y est avec nos deux intervenants. Lamine Boup, ancien international de football. Bonjour Lamine Boup. Bonjour Anna Rocha. Nous sommes également avec Mbaye Diop, journaliste sportif, administrateur de la plateforme des clubs des experts sportifs. Bonjour Mbaye. Bonjour Anna. Merci également d'être avec nous. Revenons d'abord, Lamine Boup, sur ce match tenu ce week-end. Le Sénégal qui a réussi à accrocher vendredi l'Irlande. Un but d'Ismaïla Sarr en fin de match. Comment vous avez apprécié la prestation des Lions vendredi? Écoutez, moi je pense que le Sénégal a été une très bonne équipe durant toute la partie. Je dirais durant toute la partie parce que en première mi-temps, on a vu une équipe qui a reculé, qui a attendu
les Irlandais, qui a pris un but, mais qui s'est recroquevillé en défense jusqu'à la mi-temps et qui, en deuxième mi-temps, a réussi à mener un autre niveau, ce qui veut dire qu'il y a des joueurs qui sont rentrés et qui ont eu à montrer que le Sénégal avait des envergures d'une grande équipe et qui ont réussi à dominer l'équipe irlandaise jusqu'à leur marquer un but, ce qui veut dire que le Sénégal en ce moment est allé en test à l'extérieur, ce qu'ils ont réussi. Le Sénégal a réussi à comprendre comment il fallait jouer ces matchs pour préparer les matchs qui vont venir contre la RDC et le Soudan. Et je vois que sans de nombreux cadres de l'équipe. Sans les cadres, parce que là, Papio a voulu essayer, parce que dans le football, comme ce qui arrive en ce moment, des blessés, des absents, il faudrait se prévenir de tout cela. Et je pense que le Sénégal est en train de voir s'il y a des remplaçants qui pourront peut-être suppléer cela, juste parce que si toutefois arriver à ce niveau de la compétition contre la RDC et le Soudan, nous n'avons pas ces jours, comment il faudra faire, et je pense que c'est bien parti pour le Sénégal. Et contre l'Irlande, que je connaissais beaucoup plus agressive, on a vu que le Sénégal les a maîtrisés, le Sénégal a su montrer qu'il y avait des joueurs de valeur et qu'aujourd'hui le Sénégal peut compter être parmi les meilleures équipes de ce monde. Jacques, vous êtes d'accord, les Lions ont montré un très beau visage vendredi? Non, je ne pense pas, je suis pas d'accord, parce que pourquoi je suis pas d'accord? D'abord, quand vous regardez par exemple au niveau du classement de la FIFA, l'Irlande est 58e, le Sénégal est 19e, et au niveau de la valeur intrinsèque même des joueurs par rapport, par exemple, à leur profil, par rapport à leur course, je pense que le Sénégal a un meilleur profil avec pratiquement les meilleurs joueurs. Maintenant, tout compte fait, c'est vrai que nous avons fait une première mi-temps vraiment très morose, qui a été vraiment en deçà de la performance des Lions, mais compte tenu peut-être de la deuxième mi-temps... Vous reprochez quoi aux Lions? On a trop subi le match, le but est arrivé tardivement, effectivement, le but d'Ismaël Assar. Vous avez parfaitement raison, on a trop subi le match, et au-delà de ça aussi, on se rend compte aujourd'hui que Abdiao est en train de se chercher, parce que vous ne pouvez pas essayer un système qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a eu un système 4-3-3 qui n'a pas fonctionné. Et je pense que dans un match de football maintenant, c'est comme un match de basket. Souvent, il faut remodeler en fonction des besoins d'un match. Maintenant, quand vous dites que le Sénégal a été accroché, moi je dis que c'est l'Irlande qui a accroché le Sénégal. Parce que au-delà de la performance, au-delà du cursus, au-delà du palmarès, au-delà de la qualité des joueurs, je pense que le Sénégal n'a rien à envier à l'Irlande. Moi, c'est le contraire qui devait l'être. Donc, moi, je pense que nous avons laissé là-bas passer les 3 points de la victoire. Mais maintenant, c'est un match amical. Le match amical, c'est pour refaire les automatismes, revoir tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui doit marcher pour en tout cas se préparer en conséquence pour la prochaine rencontre. On va retrouver aujourd'hui certains cadres, notamment comme Pape Gueye, Kalidou Koulibaly. Est-ce que ce match face à l'Angleterre peut nous permettre d'espérer? Écoutez, c'est un match amical. Donc, ça veut dire que Pato est toujours en train de refaire son équipe. Et vous avez parlé des absences. C'est un match amical, mais on a également... Il y a des invincibilités des deux côtés, oui. Laissez-moi terminer mon argument. Allez-y. Match amical, donc Pape Thiaw est en train de refaire une équipe, en tout cas. Et au-delà de ça, nous avons aussi l'absence de nos deux cadres qui sont absents, notamment Matar Sarr et Sadio Mané. Et quand vous voyez, par exemple, au sein de cette équipe anglaise-là, elle est presque complète, avec de grands jours, où il y a eu le retour, par exemple, de Bukayo Saka, il y a eu aussi le retour de Levin Colville. Donc, je pense que c'est un match qui peut nous valoir des satisfactions. Maintenant, ce qu'il faudrait tirer les enseignements de ce match, c'est que c'est un match amical qui va nous permettre, de nous préparer en conséquence pour le match contre la République démocratique du Congo, qui sera un match, en tout cas, très déterminant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas mettre la pression sur Pape Thiaw. Je l'ai entendu
dire que lui, son objectif, c'est de garder son invincibilité. Moi, je pense que pour jouer au football, il faut aller gagner. Il ne faut pas se prétendre pour dire que garder une invincibilité ne veut rien dire dans un match amical. Ce qu'il faudrait surtout faire dans un match amical, c'est de voir les automatismes pour mieux se préparer en conséquence pour les prochaines séances futures, normalement, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je pense que c'est ça le plus important pour nous. Mais après les 3-0 de 2022, gagner contre l'Angleterre, ça pourrait aider pour le moral, pour la suite. Absolument, oui, absolument. L'Angleterre est favori. L'Angleterre est aujourd'hui 4e mondial. Quelles sont les équipes qui devancent l'Angleterre? C'est l'Argentine, c'est l'Espagne et la France. Si vous vous souvenez, la France l'avait éliminé en Coupe du Monde à Qatar. L'Angleterre l'avait battu en finale de l'Euro. Donc ça veut dire que c'est une très grande équipe, une excellente équipe qu'il faut prendre très au sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le Sénégal arrive à se porter avec l'Angleterre, je pense que le grand bénéficiaire de ce match-là sera le Sénégal, quel que soit le résultat, parce que nous avons besoin aujourd'hui de côtoyer de grands noms. C'est vrai que dans cette sélection sénégalaise, par exemple, il y a de grands noms, comme par exemple le gardien Edouard Mendy qui va retrouver l'attaquant de Al-Ahly qui est son coéquipier. Et au niveau de Chelsea, par exemple, Tuchel est tellement intelligent qu'aujourd'hui, il est en train de créer une équipe nationale sur une base. Et la base, c'est quoi chez Chelsea? Quand vous voyez la sélection de cette équipe anglaise, il y a 5 jours de Chelsea. Donc chez nous, il y en a un qui fera face avec 5 de ses coéquipiers. Je pense que c'est ça la quintessence et l'importance d'un match. C'est pour se frotter au meilleur du monde, pour pouvoir se préparer en conséquence pour les matchs internationaux, surtout les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais, l'Angleterre, c'est vrai que c'est une équipe actuellement où il y a une génération de jeunes joueurs qui évoluent dans plusieurs grands clubs européens. Lamine Boub, pour vous, quels sont les enjeux de ce match amical à Nottingham ce soir? J'aimerais bien revenir un peu sur les niveaux de classement. Il me dit que l'Irlande est 60e, le Sénégal est 14e, donc le Sénégal ne doit pas battre l'Angleterre. L'Angleterre est devant le Sénégal. Et si le Sénégal avait battu la France, quelle était la différence de niveau qu'il y avait entre ces deux équipes? Non, je ne pense pas que ce soit un truc de niveau, mais de joueurs. Et aujourd'hui, je pense que ce que l'équipe nationale a fait contre l'Irlande, c'est à l'extérieur. Ils ont été à Dublin, ils ont résisté à une équipe qui les recevait. C'est comme si aller au Congo et résister contre le Congo. Ce qui sera peut-être mieux à faire, c'est de ne pas encaisser un but. Maintenant, par rapport à l'Angleterre, je pense que le Sénégal se devrait de pouvoir arriver au niveau de gagner des équipes comme l'Angleterre, comme l'Irlande, parce qu'on se prépare pour une Coupe du Monde. Et quand on gagne ces équipes en match amical, ça veut dire qu'on prétend aller loin dans la Coupe du Monde. Sinon, ça sert à quoi d'aller à la Coupe du Monde si on n'arrive pas à gagner ces équipes? Maintenant, l'Angleterre est 4e, le Sénégal est 19e. Si le Sénégal arrive à battre l'Angleterre qui est 4e, ça veut dire que le Sénégal a aussi son niveau. Maintenant, je pense que nous avons des acquis, nous avons des joueurs qui jouent en Angleterre, qui se frottent avec ces joueurs-là, même s'il y a une base de Chelsea. Chelsea, ce n'est pas une foudre de guerre dans le championnat anglais, alors que nos joueurs, la majeure partie, ont remporté des trophées. Donc, je pense que nous avons toutes les capacités de pouvoir gagner cette équipe anglaise. Maintenant, c'est dans le terrain que ça va se passer. Parce que ce sont justement, comment aborder ce match après le précédent des 8e de finale de 2022? Écoutez, la majeure partie des joueurs qui ont joué cette Coupe du Monde sont encore là. Maintenant, je pense que Pape Thiaw a regardé le match de la Coupe du Monde. Pape Thiaw suit le championnat anglais. Il sait quels sont le niveau des joueurs anglais individuellement et collectivement, comment ils arrivent à aller vers l'avant. Maintenant, c'est comment défensivement les contenir pour que les intervalles, le jeu de dédoublement de passe des Anglais et les sorties des latéraux ne puissent pas vraiment perturber notre défense. Et puis, au milieu de terrain, parce que, vous savez, dominer une équipe, c'est arriver à contrer défensivement les attaques offensives. Au milieu de terrain, c'est des joueurs qui sont capables de déstabiliser le milieu de terrain adverse et de les contrer. Et en attaque, finaliser tout ce que les milieux de terrain vont amener devant. Et c'est ça qu'on dit qu'on a dominé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, s'ils arrivent à faire tout cela et bien gérer le milieu de terrain anglais et puis les pions maîtresses de l'Angleterre qui sont Saka, qui sont Bellingham, etc. Je pense que le Sénégal pourra finalement se sortir de ces matchs. Mais il faudra dire que c'est un match test parce que tout ce qui est technique, tout ce qui est tactique, tout ce qui est vitesse,
cette équipe anglaise pourra nous le donner, ce qui veut dire que si on arrive à gérer cette équipe qu'on a à gérer l'Irlande, ça veut dire que pour le Congo et le Soudan, ce ne sera pas un problème et on aura eu une bonne préparation pour la suite à la Coupe du Monde. On est justement, Lamine Boub, sur une bonne dynamique puisqu'on est dans une série de matchs sans défaite, avec ces perspectives-là des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. On n'est pas leader, c'est vrai, de nos groupes, mais c'est tout de même rassurant, à votre avis? Ah ben bien sûr. Moi, le Sénégal, c'est une équipe qui est capable de gagner toutes les équipes, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Maintenant, dans le terrain, c'est là où les joueurs devraient se montrer vraiment positifs, c'est-à-dire le travail individuel qu'il faudra faire, il faut bien le faire. Le collectif par rapport à certains postes ou à certains niveaux de jeu, bien le faire. Et puis amener des cadres. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale ou toute une équipe, c'est quelques joueurs qui composent, qui sont les maîtres de cette équipe. C'est comme si vous allez, je disais tout à l'heure, Saka, Bellingham et autres. Au Sénégal, c'est Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et puis certains autres qui sont là, qui peuvent amener la différence individuelle qu'ils mettront dans le collectif, et c'est ce qui fera qu'aujourd'hui, moi je pense que le Sénégal a la capacité d'aller gagner au Congo, de gagner le Soudan ici, de se qualifier et peut-être même d'aller rivaliser avec les plus grandes équipes mondiales. Merci beaucoup Lamine Boub, ancien international de football. Mbaye Jacques est toujours en ligne. On termine avec vous sur ces échéances. Mbaye Jacques Diop, est-ce que vous avez espoir? Absolument. Moi, je suis toujours optimiste parce qu'au regard, en tout cas, du potentiel dont nous disposons, moi, je me rends compte que nous avons aujourd'hui bon espoir de pouvoir se qualifier. Comme l'a dit tout de suite Lamine, nous pouvons aller gagner au Soudan et en République démocratique du Congo. Et je pense qu'on a le potentiel qu'il faut, on a les dirigeants qu'il faut, on a l'expertise, on a toute la logistique qu'il faut. Maintenant, je pense qu'il va falloir que les gens se préparent en conséquence et rester humbles. Maintenant, moi, tout de suite, j'ai des inquiétudes quand Lamine disait que Chelsea n'est pas une football en Angleterre, alors qu'en moins de 10 ans, Chelsea a ravagé pratiquement 3 coupes européennes et aujourd'hui, elle est classée 4e dans le championnat Angleterre, elle fait partie du Big Four. Moi, j'ai des inquiétudes. Là, je pense qu'aujourd'hui, Chelsea est un grand club d'Europe, qu'on le veuille ou pas. Donc, moi, je pense que c'était une diversion pour revenir un peu sur ce que Lamine disait, mais je pense que moi, j'ai espoir pour cette équipe nationale-là. Et maintenant, laissons... Il y a une petite polémique après la non-sélection de Sadio Mané, justement. Est-ce qu'il faut reconstruire l'équipe? Bon, écoutez, la reconstruction pourra même se faire avec Sadio Mané, parce que nous avons besoin toujours de Sadio Mané. Il nous a donné entièrement satisfaction. Il ne faudrait pas au moins qu'on jette le pauvre ou l'anathème sur lui. C'est un excellent joueur, c'est un nationaliste, et je pense qu'aujourd'hui, il avait demandé à être libéré pour peut-être, vous avez dit qu'il était au lieu saint de l'islam pour son pèlerinage. Moi, je pense que Sadio, c'est quelqu'un qui mérite respect, qui mérite considération. Et je pense que le peuple sénégalais Bouddha, c'est pas parce qu'il s'est absenté, il a assez raison. Nous sommes à la périphérie même, au moins, de l'environnement de Sadio Mané. Nous ne pouvons pas comprendre. Et je pense que le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin, a été très explicite sur cette question-là. Il en avait discuté avec Sadio. Moi, je pense que c'est un débat qui est clos et je suis persuadé que Sadio, personne n'est plus nationaliste que Sadio, personne n'est plus patriotique que Sadio. Merci beaucoup. Mbaye Jacques Diop, journaliste sportif, administrateur de la plateforme Le Club des experts sportifs. Merci encore. Angleterre, Sénégal à Nottingham à partir de 18h45. Il est midi 43 minutes ici à Dakar. C'est la fin de cette session d'information. Merci beaucoup à Aliouba qui était à la partie technique, El Haj Diogoudien à la coordination, chef d'édition à Wambaye. Merci à toute la rédaction et aux correspondants. Gardez l'écoute. Retour de l'info dans moins de 15 minutes. Ce sera le journal en Wolof d'El Haj Diogoudien. Merci chez vous. Bonne écoute. Publicité.